Bon, c'est les 15 heures, on commence à Sibrahimiak. Vous voulez. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire que nous organisons en partenariat avec le cabinet Rouleau de Consulting. Je saisis cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux à l'occasion du nouvel an de l'Hégire 1446, en espérant qu'il soit une année de réussite, de succès, et de prospérité. Notre webinaire aujourd'hui va porter sur deux importants marchés de la Scandinavie, à savoir le Danemark et la Suède. Bien entendu, c'est des marchés qui présentent un certain nombre d'opportunités, que ce soit en matière d'exportation ou d'investissement. Sibrahim El-Lali va parcourir aujourd'hui avec nous ces deux marchés pour nous présenter les modalités d'accès, les opportunités qui existent pour tous les secteurs exportateurs marocains. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole en le remerciant pour sa mobilisation avec nous sur ce nouveau webinaire. Merci, Sébastien Hassan. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire qui va porter sur la première partie de la Scandinavie, qui est composée, en fait, comme vous le savez, d'un certain nombre de pays. En fait, il y en a cinq, mais aujourd'hui, on va aborder juste deux, le Danemark et la Suède. Alors, avant de commencer, je voudrais joindre ma voix à celle de Sébastien Hassan pour vous souhaiter une nouvelle année pleine de succès, de bonheur et surtout de santé et de toutes les bonnes choses. Encore une fois, je vous remercie d'être présent et je vous souhaite la bienvenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce webinaire qui va porter sur la vie. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais partager avec vous mon écran. Comme je le fais d'habitude, j'attire votre attention sur le fait que cette présentation sera accessible sur le portail de la SMEX. Donc, inutile de prendre trop de notes, que vous allez pouvoir y accéder dès demain, Inch'Allah, sur le portail de la SMEX. Alors, je ne sais pas si vous parvenez à voir mon écran. C'est bien, est-ce que vous Oui, pouvez oui, confirmer? oui. Très bien. Alors, donc doing business avec la Suède et le Danemark. Alors, j'ai pris la liberté d'inverser l'ordre des noms, bien qu'alphabétiquement le Danemark arrive en premier, mais le marché suédois est plus important en termes de taille que le Danemark, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la Suède au lieu du Danemark. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais d'abord commencer par me présenter. Mon nom est Brahim Allali. Je suis le managing partner de Reload Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans les études des marchés étrangers, le développement à l'international, la stratégie à l'international, la mise en relation des clients sur les marchés étrangers, etc. Tout ce qui touche en fait à l'international de A à Z. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal où j'étais professeur agrégé pendant une quinzaine d'années. Donc, à mon départ à la retraite anticipée, on m'a fait professeur honoraire. Et avant cela, j'étais à l'ISCAE en tant que professeur de commerce international et directeur du cycle supérieur de commerce international. Je suis professeur visiteur à l'Université Ahaween et à un certain nombre d'autres instituts, dont l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat qui se trouve à l'île Maurice et puis un autre institut qui se trouve à Bucarest, en Roumanie, etc. Donc, je ne voudrais pas trop m'étaler quand même sur ma carrière ou sur mon CV parce que la plupart d'entre vous ont déjà suivi des webinaires avec nous sur justement ce canal de la SMEX. Alors, je commencerai déjà par présenter les monographies des deux pays, de la Suède et du Danemark, succinctement, avant d'aborder les thèmes qui nous intéressent le plus et qui touchent, bien entendu, au commerce extérieur des deux pays, et en particulier tout ce qui a trait à l'exportation à partir du Maroc. Alors, la Suède était une puissance militaire au XVIIe siècle, une grande puissance européenne, mais par la suite, elle a maintenu une politique de non-alignement et de neutralité militaire qui l'a amené justement à rester neutre durant les deux guerres mondiales, la première et la deuxième. Mais en 2022,
après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Suède a demandé à accéder à l'OTAN et puis vient de le faire suite, bien entendu, à la levée de l'embargo ou du veto de la Turquie, comme vous avez suivi dans l'actualité. Alors, depuis en fait le début du XXe siècle, la Suède a adopté un régime économique qui combine à la fois capitalisme et protection sociale avancée, ce qu'on a fait un modèle de réussite à ce niveau-là qui démontre que le capitalisme peut très bien s'accommoder quand même d'un certain nombre de pratiques sociales qui visent justement la protection des classes sociales. Alors, la Suède a rejoint l'Union européenne en 1995, mais l'opinion publique a refusé par référendum l'adoption de l'euro. Donc, ils ont fait un référendum en 2003 et les Suédois ont refusé de renoncer à leur couronne suédoise au profit de l'euro. Ce qui fait que le pays continue aujourd'hui d'adopter sa propre devise, sa propre monnaie nationale qui est la couronne suédoise. Un mot sur le drapeau avant d'aller plus loin. Alors, le drapeau, comme vous pouvez le voir, est un drapeau bleu avec une croix dorée, une croix en jaune doré, avec bien entendu la partie verticale de la croix qui est décalée vers le palon du drapeau, vers la gauche, qui est justement le modèle qui a été adopté en premier par le Danemark et ça a été par la suite adopté par les pays nordiques, hein, l'Islande, la Finlande, la Norvège, y compris les îles Féroé aussi. Alors, les deux couleurs en fait du drapeau sont inspirées des armoiries que vous pouvez voir à votre droite. Trois couronnes en or sur fond bleu. Donc voici d'où viennent en quelque sorte les deux couleurs du drapeau. Alors, si on jette en fait un coup d'œil à la carte, comme je le fais d'habitude, en fait, je commence d'abord par parler d'un certain nombre d'aspects géographiques et historiques avant d'entrer dans des aspects qui touchent le commerce international, parce que on ne fait pas que commercer avec les différents pays, il faut les comprendre de manière à ce qu'on puisse adapter nos produits et nos services en fonction justement du pays, de ses habitudes et de ses pratiques. Alors, vous voyez en fait que c'est un pays qui se situe en Europe du Nord, bordé par la mer Baltique, qui le sépare des pays baltiques, hein, l'Estonie, la Lettonie et l'Estonie, et la Lituanie plutôt, donc la mer Baltique. Et puis vous avez le golfe de Botnie, qui sépare le pays, en fait, la partie maritime de la frontière avec la Finlande. Et il est bordé également par la Finlande à l'est et par le Danemark au sud et par la Norvège à l'ouest. Et puis, il est bordé également par les détroits de Kattegat. Vous voyez en fait le détroit de Kattegat ici qui sépare le Danemark de la Suède et de Shigerak également qui sépare la mer de l'Atlantique, en fait, l'euro Atlantique de la mer Baltique. Alors, pour ce qui est de la densité du pays, en fait, on voit déjà qu'il y a quand même une forte concentration sur le littoral et en particulier vers le sud. Alors, en fait, les villes qui bordent en quelque sorte la mer Baltique connaissent une concentration particulière à ce niveau-là, puisque le nord est relativement hostile, beaucoup de forêts, beaucoup de fjords, comme on les appelle dans la région, ce qui fait que la concentration se fait essentiellement au niveau du littoral baltique, mais également du sud, la frontière avec le Danemark sur le Shigerak et le Kattegat. Le pays, vous voyez en fait comment il se situe, c'est en Europe du Nord par rapport au Maroc, qui se trouve ici. Et puis, le mont le plus élevé au niveau de la Suède, c'est un mont qui n'est pas très élevé. Et qui a en fait une hauteur d'environ, excusez-moi, en fait, c'est parti tout seul. Vous avez un mont de 1200 mètres d'altitude environ, qui s'appelle Kastelslice.
et qui est un mont qui n'est pas très élevé, mais qui quand même qui constitue le point culminant du pays. Alors, pour ce qui est de la répartition, en fait, la division administrative du pays, le pays se divise en un certain nombre de comtés, en fait 21 comtés administratifs en tout, qui se répartissent dans trois principales régions. Vous avez la Suède du Nord, vous avez la Suède centrale et vous avez la Suède du Sud. Chaque partie de cette répartition est composée d'un certain nombre de comtés. Vous avez Götaland, par exemple, qui est la Suède du Sud, qui est composée d'un certain nombre de comtés. Vous avez Nordland, qui est en fait la Suède du Nord, puis Svealand, qui est la Suède centrale. Et chaque partie, chaque région est composée d'un certain nombre de comtés qui constituent bien entendu l'ensemble de la Suède. Alors, un mot sur en fait, les données factuelles du pays. En fait, le nom officiel du pays en suédois, c'est Konungariket Sverige. Ça veut dire le royaume de Suède en suédois. Alors, il s'agit d'un régime politique, donc une monarchie constitutionnelle parlementaire unicaméral. À vrai dire, le pays n'est pas un pays qui a une vraie constitution telle qu'on la connaît. Hein. La constitution suédoise est composée de quatre lois fondamentales. C'est assez spécifique, assez typique comme de la Suède. Donc, nous avons les quatre lois fondamentales. Vous avez l'instrument du gouvernement, vous avez l'acte de succession, la loi sur la liberté de la presse, et puis la loi fondamentale sur la liberté d'expression. Et vous savez, en fait, à chaque fois, les incidents en fait, qui opposent les musulmans du monde à des profanateurs en Suède, justement, en fait, le gouvernement suédois, à chaque fois, il dit on n'y peut rien, puisque justement, c'est un droit qui est euh, protégé par la Constitution, en fait, par l'une des quatre des fondations ou l'un des quatre piliers ou socle de la Constitution suédoise. Bien entendu, tout est relatif, en fait, parce que les lois sont des lois positives et sont faites par les hommes et on peut bien entendu en limiter à la portée et l'étendue. Alors, la langue officielle de la Suède, c'est le suédois. Et puis, vous avez d'autres langues qui sont également officielles dans leur région, mais qui sont moins officielles, bien entendu, que la langue, bon, je dirais, nationale, qui est le suédois. Vous avez le finnois qui est parlé essentiellement dans la région des frontières avec la Finlande. Vous avez le sami, qui est la langue des autochtones, qui sont estimés entre 20 000 et 40 000 selon les sources. Vous avez le romani, vous avez le yiddish, vous avez le minkieli, qui sont des langues officielles mais minoritaires, hein, qui sont parlées quand même dans certaines régions. Alors, le pays a eu son indépendance le 6 juin 1523, ce qui fait que le 6 juin est le jour justement qui est célébré, qui est fêté comme le jour d'indépendance au niveau de la Suède. Alors, la population est estimée à 10 millions et demi environ, avec une progression relativement faible, hein, 0,71% par an. Alors, un taux d'urbanisation, vous allez voir en fait que c'est un taux qui ressemble à celui du Danemark également, bien qu'au Danemark, en fait, la population soit de seulement 6 millions, mais le taux de progression est relativement le même. Vous avez le taux d'urbanisation est relativement le même également, on va le voir tout à l'heure, et le taux de progression urbanistique est sensiblement le même aussi. Alors, au niveau de la superficie, on a 450 000 km², dont 410 000 se trouvent au niveau terrestre. Alors, le nom déjà, en fait, le nom de Sverige, parce que le nom de la Suède dans la langue suédoise, c'est Sverige. Alors, le nom, ça provient d'une tribu qui en fait habitait dans la région au Moyen Âge, qui s'appelait Svir. Et donc, Sverige est dérivé justement du nom de cette tribu. Alors, le chef d'État actuel est le roi Karl XVI Gustaf, depuis le 15 septembre 1973, hein, vous voyez sur la photo. La capitale, c'est Stockholm. Donc, Stockholm en suédois veut dire îlot de bûche. Donc, Stock, ça veut dire îlot, et Holm, ça veut dire l'île. Alors, 1 700 000 habitants. Et vous avez donc, bon, la superficie, j'en ai déjà parlé. Bon, je crois que je n'ai rien oublié concernant en fait, ces données factuelles. Donc, le PIB, hein, important quand même, 591 milliards de dollars en 2022.
en progression de 2,83%, à comparer avec celui en fait, du Danemark qui est plus important, on va le voir tout à l'heure. Alors, le PIB par habitant est de 59 000 dollars, alors que celui de la Suède, du Danemark est d'environ 79 000, environ 78, 79 000, on va le voir tout à l'heure également, mais avec une progression quand même de 5%. L'espérance de vie est sensiblement la même que celle du Danemark, donc 83 ans. Alors, le nombre de médecins par 1000 habitants, alors rien à voir avec ce qu'on a vu concernant d'autres pays beaucoup moins développés. Donc, vous avez 7 médecins, plus de 7 médecins pour 1000 habitants, et vous avez plus de 2 lits pour 1000 habitants. Alors, on est très loin des 0,03%, 0,02% qu'on a vu pour un certain nombre de pays qu'on a déjà passé en revue. Alors, le taux de chômage, 7,39%, bon, relativement faible, beaucoup plus faible par rapport à d'autres pays, mais plus élevé par rapport à celui du Danemark, qui est seulement d'environ 4%. Électrification, 100%. Téléphonie mobile, 125%. Alors, au niveau du Danemark, 127%, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis, l'Internet, 88%, sensiblement le même. Au niveau des indicateurs de développement humain, donc le pays est classé septième. Alors, le Danemark classé sixième. Et puis, en termes de doing business, le pays est classé 10e. Alors, classement du crédit, en fait, la marge, en fait, la cote de crédit par les agences de notation, Fitch, Standard & Poor's, etc. Vous avez 3A partout, donc, comme c'est le cas également pour le Danemark, donc c'est la note la plus élevée. Et la devise, c'est la couronne suédoise, donc un dirham égale sensiblement une couronne au cours d'hier, hein, le 8-7. Donc, c'est pour ceux qui veulent visiter la Suède, normalement, ça ne devrait pas poser de problème au niveau de la conversion, puisque vous avez une couronne est sensiblement égale à un dirham. Donc, un dirham est un peu plus supérieur quand même à une couronne. Alors, l'indicatif 46, c'est plus fuseau horaire, comme le Maroc actuellement, mais ils sont en horaire d'été. Et puis, le suffixe Internet, .st. Voilà. Alors, les groupes ethniques en Suède, donc le principal groupe, c'est les Suédois, ça va de soi, puisque, bon, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une majorité de gens du pays. Vous avez 80%. Alors, vous avez en fait, vous avez autres, vous avez plusieurs autres communautés qui composent 15, bon, pratiquement 16%. Et puis vous avez les Suédois, bon, plutôt les Syriens. Bon, depuis le début des hostilités en Suède, il y a beaucoup de Syriens qui se sont réfugiés en Syrie, donc vous avez 2%. Alors vous avez les Irakiens, 1,5%, et vous avez les Finlandais qui ne constituent que 1,30%. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus. Et puis, la distribution de la population suédoise par tranche d'âge, donc là, on a surtout des gens qui sont âgés entre 15 et 64 ans, alors que les gens âgés de moins de 15 ans ne constituent que 17,10%, puisque, bon, en fait, on voit déjà des indices du vieillissement de la population. Et vous avez 65 ans et plus qui constituent un peu plus du 1 cinquième de la population. Donc, lorsqu'on voit la pyramide des âges, on voit en fait que déjà, vous avez une base qui se rétrécit. Ça démontre justement que la population est en train de vieillir, hein, que plus on passe d'une tranche à une autre, plus on perd des gens parce que le taux de natalité est relativement faible et puis il n'est pas compensé par la faiblesse du taux de mortalité, bien qu'il soit l'un des plus faibles au monde, mais vous voyez, on se retrouve avec une pyramide typique des sociétés vieillissantes où le taux de natalité est relativement faible et puis les gens vivent plus longtemps que dans d'autres pays. Alors, concernant les religions, vous avez surtout les luthériens et évangélistes qui constituent 54%. Vous avez autres, donc dans autres, qu'est-ce qu'on trouve dans autres? On trouve surtout les catholiques romains, les orthodoxes, les baptistes, les musulmans, les juifs et les bouddhistes. Et puis, on n'a aucune religion. Il y a beaucoup d'athées, beaucoup d'agnostiques plutôt, 37%. Alors, la répartition de la superficie de la Suède, vous avez surtout les forêts, hein, que 70% de forêts. Vous avez des terres arables, 6, 40% seulement.
vous avez des pâturages 1,10%. Et puis, vous avez des terres agricoles. En fait, vous avez 3 millions en fait, d'hectares de terres agricoles. Ça représente près de 7%, comme on l'a vu au niveau de cette slide. Mais ça permet quand même au pays d'être l'un des principaux pays agricoles de l'Union européenne à travers l'utilisation, bien entendu, de la technologie. Et puis, vous avez donc la Suède, du fait de cette richesse forestière, la Suède est le troisième exportateur mondial de carton, de papier et de bois de sciage. Et vous avez l'élevage laitier également est très développé, puisque le pays exporte beaucoup de fromage et beaucoup de produits dérivés de lait. Donc, les principales ressources naturelles de la Suède, on a le minerai de fer, cuivre, plomb, zinc, or et argent, tungstène, uranium, l'arsenic, feldspath. Alors, feldspath, c'est quoi? C'est un mélange de plusieurs minerais, hein, de plusieurs minerais en dosage variant. C'est un exemple. Ici, vous voyez les deux images, c'est le feldspath. Le bois, justement, puisque le pays est un exportateur de bois, et l'énergie hydroélectrique, puisque le pays dispose quand même d'un important, je dirais, réservoir de lacs. Alors, le nombre de lacs en Suède est estimé à quelque chose comme 100 000 lacs, dont le plus important est celui de Vänern, pas très loin en fait de Stockholm, qui constitue le troisième plus grand lac en Europe. Pour ceux, bien entendu, qui ont déjà visité la Suède, ils doivent le connaître puisque c'est un lac très connu. Alors, concernant les secteurs d'activité les plus importants au niveau de la Suède, donc on a surtout les services avec près des deux tiers. On a l'industrie, un tiers, et puis 1,60 seulement pour l'agriculture. Donc, vous voyez que l'agriculture ne contribue pas beaucoup au niveau du PIB puisque le pays exporte d'autres produits ou fabrique d'autres produits qui sont à plus forte valeur ajoutée au niveau de l'industrie, mais également au niveau des services, puisque le pays fait beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche. D'ailleurs, le pays est surnommé le champion de l'innovation, comme on l'a vu sur la slide précédente, vous pouvez voir ici. Alors, le pays arrive deuxième en Europe après la Belgique. Donc, alors, deuxième champion d'innovation. Donc, c'est l'un des pays qui mise beaucoup sur l'innovation, le développement de nouveaux produits, de nouveaux procédés, etc. Principaux produits agricoles en Suède. Alors, vous avez le lait, donc c'est un secteur dominant au niveau de l'agriculture suédoise. Le blé, betterave sucrière, l'orge, pommes de terre, surtout pommes de terre de semence, l'avoine, colza, viande porcine et avicole, mais également ce qu'on appelle le triticale. Alors, le triticale, c'est une hybridation entre le blé et le seigle. Donc, vous voyez, en fait, ça ressemble au blé, mais c'est une variété assez peu connue au Maroc, hein. Ça s'appelle le triticale et c'est normalement cultivé surtout pour l'alimentation du bétail et le pays en exporte pas mal. Principaux produits industriels suédois, vous avez le fer et l'acier, hein, parce qu'on a vu que le pays dispose quand même d'une industrie sidérurgique très importante. Des équipements de précision, donc tout ce qui est roulement, vous connaissez certainement SKF, bon, pièces de radio, de téléphone, armement, etc., les produits de pâte, de bois et papier, les aliments transformés, vous avez les véhicules automobiles, puisque le pays, bien entendu, produit la fameuse Volvo. Alors, les principales entreprises suédoises connues, vous avez Volvo ici, en fait, que nous connaissons très bien, mais vous avez également IKEA, hein, que nous connaissons, vous avez Electrolux, vous avez H&M, hein, qui est dans la distribution de vêtements, vous avez Spotify, qui est très connu aussi, qui est une entreprise d'origine suédoise, vous avez Scania, vous avez Ericsson, Skanska, donc je l'ai retenu que les deux entreprises que nous connaissons très bien au Maroc, hein, mais on a beaucoup d'entreprises suédoises qui sont aujourd'hui, qui ont un statut aujourd'hui de multinationales. Le marché de l'alimentaire en Suède, alors les dépenses annuelles par habitant se sont élevées en 2021 à quelques 2500 euros, qui constitue à peu près 10% du revenu en fait, moyen. En fait, pas de revenu moyen, mais plutôt de revenus disponibles pour les achats et la consommation. Les importations de produits alimentaires en 2021 ont augmenté de 7,3%.
Les importations suédoises de légumes seulement se sont élevées à 574 millions d'euros en 2021, en progression de 6%. Alors, qu'est-ce que les Suédois préfèrent? Surtout les produits pro-santé, le bien-être, les produits nouveaux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que aussi bien les Suédois que les Danois ne sont pas loyaux aux marques existantes, aux marques connues. Ce sont des zappeurs, donc ils préfèrent essayer de nouveaux produits. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le prix n'est généralement pas le critère déterminant, que les gens se soucient davantage de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils achètent, plutôt que du prix. Hein. Le prix n'est pas, c'est un critère, ça va de soi, mais il n'est pas dans le peloton de tête des critères qui sont pris en considération dans l'acte d'achat. Pardon. Alors, avec une part de marché de 9%, la Suède se classe troisième pays au monde avec, au niveau de la consommation de produits bio. Donc, ils préfèrent beaucoup les produits bio, avec une petite subtilité ou un petit bémol sur lequel je reviendrai tout à l'heure, puisque ils veulent avoir la certitude que le produit est un vrai produit bio, et c'est la raison pour laquelle ils vont demander des certifications. D'ailleurs, le e-commerce constitue le canal privilégié pour l'achat des produits bio. Ça constitue en fait deux fois plus d'achats que les achats qui se font en magasin. Alors, les principales enseignes qui contribuent pour 90% de la part de marché, donc ces trois enseignes polarisent en quelque sorte ou monopolisent 90% de part de marché. Vous avez ICA qui gère les enseignes Maxi, Quantum, Supermarket et Nara. Et on voit que Nara, c'est une enseigne conjointe entre Coop et ICA. Part de marché, 52,5%. Axfood, Willis et Hemco part de marché de 18,5%. Et vous avez Groupe Forum Consomme Nara, Extra, Dagvis, 18%. Et si on fait l'addition, on va trouver 91%. Donc 92% est commercialisé à travers ces trois principales enseignes. Alors, le e-commerce, là, en fait, ça a explosé en 2020-2021. Donc, il y avait deux grands joueurs. Il y avait Mathem et Oda. Et puis, ils ont fusionné et ils couvrent aujourd'hui 55% du marché du e-commerce alimentaire. Ils ont réalisé en chiffre en fait, la fusion. L'entreprise fusionnée a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros. Donc, bien entendu, les ventes qui ont été réalisées en 2020 se sont élevées à 1,8 milliard d'euros de progression. La progression s'est poursuivie non, excusez-moi, 220 millions d'euros. Et là, les ventes ont sauté à 1,8 milliard d'euros en 2020. Et la progression s'est poursuivie par la suite en 2021 avec plus de 23% pour atteindre aujourd'hui 2,3 milliards d'euros. Alors, en fait, j'en ai fini avec la monographie de la Suède, donc, puis monographie du Danemark, rapidement, avant de passer aux aspects concernant le commerce, l'exportation et tout. Donc, quand on parle du Danemark, alors concernant le Danemark, disons un mot sur d'abord sur le drapeau du Danemark. Quand vous voyez que il a le même design en quelque sorte que celui de la Suède. Euh, D'ailleurs, il est connu sous le nom de Dannebrog, un peu partout dans le monde. Lorsqu'on dit Dannebrog, ça veut dire le drapeau danois. Et le Danemark a été l'un des premiers pays à adopter un drapeau national qui n'a jamais été changé, en fait, qui reste le même aujourd'hui. Et puis, se sont inspirés les pays nordiques. Et vous voyez que c'est une croix blanche sur fond rouge et bon, l'origine, qui est beaucoup d'histoires et de légendes concernant l'origine du drapeau, dont certaines relèvent je sais pas, des mythes du Moyen Âge. Mais la principale, je dirais la principale explication dit que le drapeau est inspiré du drapeau des croisés durant les campagnes de croisade au Moyen Âge. Donc, le Danemark a gardé ce drapeau depuis. Vous voyez, en fait,
les armoiries du pays, hein, que les trois lions, qui constituent l'emblème du pays. Et vous avez également un élément qui est important concernant l'histoire du pays, c'est que en 965, Harald Gormson a unifié et christianisé le Danemark. Donc ça, c'est la première date dont se sont fiers les Danois. Et puis la deuxième date, c'est le 5 juin 1849. Le 5 juin 1849, le pays est devenu une monarchie parlementaire constitutionnelle, la forme ou le statut, le régime politique que le pays continue d'avoir jusqu'à aujourd'hui. Alors, le pays était, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, c'était le siège des Vikings, en fait, des tribus vikings qui se sont installées dans la région. Et le pays est devenu par la suite une puissance nord-européenne. Et le pays a également adopté une politique de neutralité, mais pas aussi longtemps que la Suède, puisque il a dû par la suite tourner le dos lorsqu'il a rejoint l'OTAN en 1949. Et puis, il a rejoint l'Union européenne en 1973. Donc, il a été parmi les premiers pays à rejoindre l'Union européenne quand il était CEE. Et puis, le pays s'est retiré quand même d'un certain nombre d'éléments du traité de Maastricht de l'Union européenne, en particulier l'Union économique et monétaire européenne. Donc, le pays a rejeté l'euro également. Et puis, également sur tout ce qui est justice intérieure et défense, le pays n'a pas adhéré au traité de Maastricht jusqu'en 2022. En 2022, le pays a organisé un référendum et puis il a supprimé cette dérogation de 30 ans sur les questions de défense permettant désormais au Danemark de participer pleinement à la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne dont on parle depuis quelque temps. Voilà. Et ça, c'est le roi actuel qui vient d'ailleurs d'être intronisé hein, en janvier 2024 après l'abdication de sa mère Margaret II. Alors, en ce qui concerne déjà la géographie du pays, le pays se trouve aussi en Europe du Nord, ça va de soi, bordé par la mer Baltique, comme vous pouvez le voir ici. Il est sur une péninsule au nord de l'Allemagne, ok, en fait, d'une distance de 140 kilomètres qui sépare le Danemark de l'Allemagne. Et cette péninsule s'appelle le Jutland. OK? Et c'est la raison pour laquelle donc, le pays est séparé en quelque sorte en trois Jutlands, comme on va le voir tout à l'heure lorsqu'on parlera de la division administrative. Donc, le pays est constitué donc, de cette partie continentale au péninsulaire et d'un ensemble d'îles. Donc, on a un archipel du Danemark, on a plusieurs îles, on a Ceylan, on a Fyn, on a Lolland et on a Bornholm. Donc, ce sont les principales îles. Mais donc, comme on va le voir tout à l'heure, le pays a quelques 400 îles environ, ce qu'on appelle l'archipel danois. Alors, le pays contrôle également les détroits de Kattegat et de Skagerrak, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui constituent en quelque sorte la porte d'entrée à la mer Baltique et qui font en quelque sorte la séparation qui sépare la mer du Nord de la mer Baltique. Alors, le pays également est souverain sur un certain nombre d'autres régions qui ne sont pas visibles sur la carte, qui sont le Groenland et les îles Féroé. On va le voir rapidement. Alors, le Danemark, bien entendu, a une population d'environ 6 millions qui vit essentiellement dans cette région-là, dans cette région, d'accord? Donc, sur la partie continentale, si vous voulez, puis dans la partie qui est en face de la Suède. Alors, la frontière terrestre est de 141 km. Vous avez 140 km ici et une petite subtilité en quelque sorte qui est très importante, c'est que il y a 1,3 km qui sépare le Danemark du Canada. C'est la seule frontière, il y a la première frontière entre l'Europe et le Canada. Donc 1,3 km, frontière maritime qui se trouve où? Qui se trouve
Non, là c'est bon, ça c'est en fait ça c'est le mont le plus élevé, c'est la partie la plus élevée au niveau du territoire danois qui qui te- euh, qui est à 171 mètres seulement. Hein. Le pays est plat, comme d'ailleurs les Pays-Bas aussi. Donc il y a pas de montagne, il n'y a pas de grandes collines. Enfin, le point culminant se trouve à 171 mètres d'altitude seulement. Donc j'étais en train de parler de l'île de Hans, l'île de Hans qui sépare le Groenland du Canada. OK? D'ailleurs, en fait, ce sont les mêmes populations d'ailleurs qu'on trouve dans les deux régions. Vous avez les Inuits d'un côté comme de l'autre. Hein, la langue parlée, c'est la même. Et vous avez ce petit point qui se trouve entre Groenland et le Canada, le nord du Québec, hein, le nord-est du Québec, euh, île qui s'appelle île de Hans. Et cette île, une petite île minuscule, d'un diamètre de 1 km 300 mètres, les deux pays sont venus presque au conflit militaire à un certain moment, qui a connu en fait son apogée en 1984, lorsque des militaires canadiens sont venus implanter leur drapeau au centre de l'île et ont laissé une bouteille de whisky canadien. Et puis après leur départ, des soldats danois sont venus enlever le drapeau canadien, planter leur propre drapeau, le drapeau danois, et ont laissé une bouteille de schnapps. Alors, c'est la raison pour laquelle on a commencé à parler de la guerre du whisky. Donc, la guerre du whisky, c'est en référence justement à cette bouteille de whisky qui a été laissée par les Canadiens sur l'île. Et puis, après des pourparlers, les deux pays, en 2022, sont arrivés à un compromis. Ils ont séparé l'île en deux, créant ainsi la première frontière terrestre entre le Danemark et le Canada et partant entre l'Europe et le Canada. Euh, donc, si jamais il y a une question sur la distance entre l'Europe et le Canada, oui, il y a une frontière terrestre en fait, qui a une distance de 1 km 300 000. C'est officiel, donc c'est sur les registres des Nations Unies. Alors voilà, donc je pense que c'est assez clair. Et puis bon, concernant la division administrative des pays, en fait, vous avez le Jutland, comme on a dit, qui est la super, en fait, la péninsule au nord de l'Allemagne. Et vous avez là le Jutland du sud, Jutland du centre et Jutland du nord, qu'on appelle Nordjylland, Midtjylland et Seyderman. Et puis, vous avez Ceylan, qui est en fait l'île, si vous voulez, ou la terre de la mer, hein, Ceylan, la terre de la mer. Voilà. Quelques faits marquants, importants. En fait, le nom officiel, c'est Konungriket Danemark, hein, c'est le royaume du Danemark. Régime politique, monarchie parlementaire constitutionnelle, donc régime très similaire à celui de la Suède. Le chef de l'État, c'est le roi Frédéric X, depuis le 4 janvier 2024, après l'abdication, comme on a dit, de sa mère Marguerite II. Capitale Copenhague, avec une population de près de 1,5 million et demi. Alors, Danemark, en fait, déjà, le nom, d'après les différentes explications, en fait, le nom veut dire le pays qui borde la forêt, ou le pays qui se trouve à l'orée de la forêt, OK, ou à l'aune de la forêt. Et puis, Copenhague veut dire le port des commerçants, le port des commerçants. Alors, la langue officielle, c'est le danois, mais vous avez également d'autres langues vernaculaires hein, qui sont parlées un peu partout, comme le féroïen qui est parlé aux îles Féroé. Vous avez le groenlandais qui est une variante de la langue inuit qui se parle au nord du Québec également. Et vous avez l'allemand, une minorité en fait parle l'allemand. Et vous avez l'anglais qui est la langue des affaires, surtout avec l'étranger, surtout au commerce international. Jour de l'indépendance, le 5 juin, et on a dit pour la Suède, c'est le 6 juin, donc vous voyez en fait la proximité. Population de 6 millions d'habitants, avec une progression qui est en fait très semblable à celle de la Suède, 0,44%. Et vous avez l'urbanisation 88%, la même que pour la Suède. Et puis, superficie, 43 000 km², donc 42 000 et demi de superficie terrestre, non incluant les îles Féroé et le Groenland. Donc, parce que les données sont extrêmement
divergentes par rapport à ça, par rapport à la superficie de ces deux territoires. Et ces deux territoires sont des territoires autonomes, donc du territoire administratif, le Danemark ne les compte pas au niveau de sa superficie totale. Alors, concernant le PIB, il s'élève à 390 millions, milliards plutôt, 391 milliards de dollars en 2022. PIB par habitant, 71, pratiquement 71 000 dollars américains en 2022, en progression de 3,6%. Espérance de vie la même que pour la Suède, nous verrons. Les médecins, 4,23% pour 1000 habitants et 2,6, donc un peu plus que pour la Suède. Taux de chômage, 4,43%. On a dit tout à l'heure 7 et quelques pour la Suède. Électrification, 100%. Téléphonie mobile, 127%. Internet, 99%. Et puis, IDH, le pays est classé 6e et Doing Business classé 4e. Classement du crédit 3A, comme on l'a dit tout à l'heure. Courant danoise, donc 1 dirham égale 0,69, 0,70 couronnes. Donc, une couronne égale 1 dirham 40, 43. Okay. Alors, pour faire vite, quand on est au Danemark, il faut donc compter une couronne pour 1 dirham 50, donc, pour faciliter le calcul. Indicatif 45%, et puis bon, GMT, point d'écart, etc. Alors, groupe ethnique au Danemark. Alors, qu'est-ce qu'on a comme groupe ethnique? Donc, on a surtout les Danois avec 85%. Ça comprend les Groenlandais et les Féroé et les gens des Féroé, des îles Féroé. Vous avez les Groenlandais qui sont essentiellement des Inuits, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez les Féroïens. Vous avez les Turcs, 1,10%. Et vous avez autres, 14,7%. Ils sont composés essentiellement des Polonais, des Roumains, des Syriens, Ukrainiens, Allemands et Irakiens. Et puis, nous avons la distribution de la population presque identique à celle de la Suède. Bon, vous voyez en fait que c'est même allure de la pyramide. Les religions au Danemark, vous avez surtout le luthérien comme en Suède, 71%. Vous avez les musulmans, en fait, il y a un peu plus de musulmans au Danemark qu'en Suède en termes relatifs, en termes de pourcentage, donc 4-30%. Et vous avez aucune religion, 24-30. Alors, donc 4-30 pour les musulmans, bien entendu. Il y a également quelques minorités de catholiques romains, des témoins de Jéhovah, les chrétiens orthodoxes serbes, des juifs, etc. Répartition de la superficie Danemark. Donc, vous avez les terres arables cette fois-ci. Contrairement à ce qu'on a vu au niveau de la Suède, il y a beaucoup plus de terres arables, 59% au niveau du Danemark, ce qui en fait un pays agricole, donc beaucoup plus que pour la Suède. Donc, vous avez les cultures permanentes, 0,10%, c'est pas beaucoup, hein. Pâturage, 4,40. Vous avez les forêts, donc 13%. Et vous avez autres, surtout des fjords, on les appelle dans la région, comme on l'a dit, les montagnes, les vallées, etc. Alors, principales ressources naturelles du Danemark, vous avez le pétrole, le gaz naturel, poissons, les terres arables, le sel, calcaire, craie, pierre, gravier et sable. Secteur d'activité, donc surtout les services, encore une fois. Donc, plus de 3/4 du PIB sont composés des services. Vous avez l'agriculture qui intervient pour seulement 1,30 et vous avez l'industrie pour 22,90. Principaux produits agricoles, le lait, le blé, orge, pommes de terre de semonce, betterave sucrière, pommes de terre, les deux, hein, de semonce et pommes de terre destinées à la consommation, viande porcine et avicole, colza, seigle, avoine. Principaux produits industriels danois, les éoliennes, le pays produit beaucoup en fait, de parcs éoliens, en fait, de turbines éoliennes, je dois dire. Les groupes électrogènes également. Vous avez les produits pharmaceutiques. On va voir tout à l'heure, en fait, qu'il y a un laboratoire qui est très présent par ces produits sur le marché marocain. Vous avez les équipements médicaux, construction, rénovation navale, fer, acier, métaux ferreux, produits chimiques, transformation des aliments, machines, matières de transport, textiles et vêtements, et puis électronique, construction, etc. Quelques entreprises danoises connues au Maroc. Donc, on a surtout Maersk, très connu. Donc, vous voyez, en fait, qui ne connaît pas Maersk. Vous avez DSV qui est dans le transport. Vous avez Novo Nordisk, en fait, le laboratoire pharmaceutique très connu.
Alors, beaucoup de produits sont présents, de Nouveau Nordistes sont présents au Maroc, hein. Vous avez surtout Nouveau Norme les diabétiques. Vous avez plein de produits en fait qui sont fabriqués sous licence ou importés directement par les laboratoires marocains à partir de Nouveau Nordiste, qui est un géant pharmaceutique multinational. Vous avez Danish Crown, qui est une entreprise de l'agroalimentaire, fait beaucoup de produits. En fait, c'est une entreprise qui est très tentaculaire. Et vous avez Danske Bank aussi, qui est connu hein, pour les banquiers, très connu, qui a des branches un peu partout, qui a des filiales, qui a beaucoup de transactions à l'échelle internationale. Alors, marché de l'alimentaire au Danemark, comme on l'a fait pour la Suède, donc cette fois-ci, vous voyez en fait que les dépenses annuelles dépassent un peu ce qu'on a vu au niveau de la Suède par habitant, donc c'est 2800 contre tout à l'heure près de 2500. Part de revenus disponibles, la même chose, 10%. L'évolution des importations, tout à l'heure on a vu 7,1%, je crois, maintenant on est à 21%, c'est un pays qui importe beaucoup. Et les Danois, comme les Suédois, sont extrêmement intransigeants en matière de qualité, de produits pro-santé, etc. Et le prix n'est pas le seul contraire, ni le plus important pour l'achat des produits. Donc, ils font très attention à la qualité des produits, mais également aux conseils par les vendeurs. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent acheter dans les supermarchés et les magasins plutôt qu'en ligne. C'est extrêmement important chez les Danois, surtout d'un certain âge. Et puis, le storytelling, hein, c'est ce qu'on appelle le brand story, en fait, lorsqu'on a une histoire de la marque. Il est très important quand même de la citer ou de la raconter parce que les Danois sont très friands de ça. Donc, les préoccupations majeures portent sur le bien-être animal, aussi la traçabilité, les alternatives végétales, les produits biologiques qui respectent l'environnement, etc. Alors, principales enseignes du Danemark, vous avez Salling Group qui gère Netto, Fotex et Bilka, qui a une part de marché qui dépasse le un tiers. Vous avez Coop Danemark qui gère Pacta, Kvikvi, 365, Brixen et qui a une marge une part de marché d'un peu plus de 32%. Vous avez Rema 1000 qui est une enseigne norvégienne. On va le voir également lorsqu'on parlera de la Norvège plus tard. Donc, Rema, en fait, plus tard, pas aujourd'hui, hein, au niveau de la deuxième partie de ce webinaire consacré à la Scandinavie. Donc, Rema qui gère également un certain nombre de chaînes qui représentent une part de marché de 14,5%. Alors, pardon. Le e-commerce, hein, vous avez le leader du marché du e-commerce alimentaire, c'est Nemlik.com, qui n'a pas de magasin, en fait, en brique, comme on dit, qui a 100% de son activité ou qui réalise 100% de son activité en ligne. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, que les Danois préfèrent les magasins de proximité et le conseil des vendeurs. Donc, avant d'acheter, ils aiment quand même demander l'histoire du produit, d'où il vient, est-ce que c'est un produit digne de confiance, bien qu'il soit bien entendu zappeur, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas loyaux, ils veulent essayer de nouveaux produits, mais bien entendu, il faut qu'ils soient rassurés dans leur choix par le vendeur. Alors, le marché du bio, Danemark est le plus grand pays consommateur de produits bio par habitant. Ça, c'est important. Ils sont très portés sur la consommation de bio. Et puis, bon, vous avez la part du marché qui progresse de 12% par an. Et vous avez les consommateurs qui sont extrêmement exigeants en matière de conformité des produits par rapport à un certain nombre d'exigences. Et c'est la raison pour laquelle ils demandent surtout des certifications. Alors, bien entendu, lorsqu'on a un produit bio, vous avez en fait, on peut avoir par exemple qu'on appelle Organic Union Européenne, UE Organic. Vous avez Organic USD hein, pour le marché américain. Vous avez EcoCert. Vous avez plein de certifications, mais en fait, ils ont une certification locale. Pour ceux qui sont intéressés, il est possible en fait de faire certifier son produit localement également, qui est E-Market, qui est une certification contrôlée par l'État danois et qui est très crédible, bien entendu, dans la région.
Alors, concernant le commerce extérieur, donc maintenant, on va commencer en fait à parler des deux en même temps, puisque bon, on a choisi de parler du marché combiné des deux. Donc, vous avez donc les exportations de la Suède en 2022 rapidement représentent 0,79% du commerce des exportations mondiales. Et curieusement, on va voir qu'au niveau des importations, elles représentent le même pourcentage, 0,79% également au niveau des importations mondiales, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, les principaux produits exportés, alors vous avez les trois quarts qui sont constitués de produits manufacturés. Alors, produits manufacturés, qu'est-ce qu'on a dans les produits manufacturés? On a ça. On a surtout les voitures de tourisme, hein, surtout Volvo, comme on l'a dit tout à l'heure, mais vous avez également les huiles de pétrole, vous avez les médicaments, vous avez les appareils d'émission, vous avez le son, bon, son, mais c'est pas un produit manufacturé quand même. Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, etc. Alors, vous avez des produits combustibles et produits extractifs, vous avez les produits agricoles qui constituent 11,2%. Alors, principale destination, c'est surtout l'Union européenne. Alors, au niveau de l'Union européenne, c'est surtout l'Allemagne et les Pays-Bas. D'accord? Surtout l'Allemagne et les Pays-Bas. Et vous avez également la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est un pays européen. Vous avez les États-Unis, vous avez le Royaume-Uni qui n'est plus compté dans l'Union européenne depuis le Brexit, qui constitue quand même 5,4%. Et vous avez la Chine et d'autres, en fait, d'autres pays. Alors, parmi les produits agricoles que le Danemark exporte, vous voyez que aucun produit n'est vraiment hégémonique au niveau de la structure. Le principal produit agricole ne dépasse pas 10% des produits agricoles, en fait des exploitations agricoles. Vous avez autres préparations alimentaires, essentiellement des produits qui sont dérivés de produits laitiers, mais de viande porcine et avicole. Les produits de la boulangerie, alcool, chocolat et autres aliments contenant du cacao, margarine, mélanges alimentaires, etc. Parmi les produits non agricoles exportés par la Suède, qu'est-ce qu'on a? On a des huiles de pétrole autres que les huiles brutes. Vous avez les voitures de tourisme, les médicaments présentés sous forme de doses. Vous avez le sang, vous avez les appareils d'émission pour la radiotéléphonie. Ce sont en fait les principaux produits non agricoles qui sont exportés par la Suède. Alors, les importations suédoises en 2022, vous voyez en fait ce que je vous disais tout à l'heure, ça représente 0,79% des importations mondiales. Et puis, les produits manufacturés également constituent l'essentiel de ce que le pays importe du monde. Alors, vous avez les principales origines de l'Union européenne à hauteur de 63%, Norvège, Chine, Royaume-Uni, puis bon, bizarrement, en fait, la Chine ne représente plus que 7%. Vous avez les États-Unis, 3,6%, etc. Principaux produits importés, vin de raisin frais, fromage et kebot, vous avez café, préparation alimentaire, produits de la boulangerie. Alors, principaux produits importés qui sont non agricoles, les huiles brutes de pétrole, voitures de tourisme, ils en importent du Maroc, hein, pas mal quand même, huile de pétrole, autres que les huiles brutes, les appareils d'émission pour la radiotéléphonie, vous voyez déjà que ce que la Suède exporte, vous voyez que bon, il l'importe également, mais essentiellement pour, vous voyez en fait là, on est au niveau du système harmonisé à quatre chiffres. Vous avez des composantes qui entrent dans ce que le pays exporte et qui sont importées d'autres pays, qui sont importées de l'étranger. Partie des véhicules automobiles, puisque, comme on l'a dit, bon, Volvo a besoin d'autres constructeurs locaux également. Vous connaissez, bon, Saab également, qui est une marque aussi suédoise, euh, qui aujourd'hui délaisse un peu la construction automobile et se concentre essentiellement sur la construction aéronautique. Mais ça reste quand même une entreprise importante au niveau de la Suède. Concernant le Danemark, alors les principales exportations au Danemark, donc déjà, ne représentent que 0,52% de l'ensemble des exportations mondiales. Produits manufacturés également sensiblement le même temps que pour la Suède. Alors, le pays fait des affaires essentiellement avec l'Union européenne, la Norvège, les États-Unis, le Royaume-Uni. Vous voyez qu'on a les mêmes, pratiquement les mêmes partenaires, hein. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a choisi les deux. Je vous dirai plus tard, au niveau de la conclusion, pourquoi on a décidé de combiner les deux pays, en fait, au niveau d'un seul binaire. Produits agricoles exportés par le Danemark, donc viande porcine, fraîche, réfrigérée, congelée, fromage et caillebotte,
autres préparations alimentaires, etc. Et également des produits non agricoles qui sont exportés par le Danemark, les médicaments. Ça n'est pas étonnant, sachant que Novo Nordisk euh, exporte beaucoup de ces produits un peu partout, y compris au Maroc, comme je disais tout à l'heure, son humain et son animal, l'énergie électrique, surtout pour tout ce qui est les éoliennes, les groupes électrogènes, huile de pétrole, autres les huiles brutes et les hormones prostaglandines. Alors, ce que le Danemark importe ne représente que à peu près 0,50% de l'ensemble des importations mondiales, surtout des produits manufacturés également. Vous voyez que ça tourne toujours autour de 73-74%. Vous avez l'Union européenne qui est le principal fournisseur à hauteur de 66% de ce que le Danemark importe. Et vous avez la Chine, la Norvège, les États-Unis encore une fois, le Royaume-Uni et autres. Et principaux produits que le Danemark importe, les produits alimentaires, vin de raisin frais, des huiles solides de l'extraction de l'huile de jojoba, préparation utilisée pour l'alimentation animale, autres préparations alimentaires, etc. Les produits non agricoles, on a les voitures de tourisme, médicaments, huile de pétrole, etc. Alors maintenant, le Maroc, hein, que les échanges commerciaux avec le Maroc. Quel est l'état actuel et quel est le potentiel? Donc, j'imagine que c'est la partie qui nous intéresse tous le plus. Alors, d'abord, qu'est-ce que le Maroc exporte aux deux pays? Alors, vers la Suède, les exportations marocaines sont vraiment timides, hein. C'est près de 172 millions de dollars. C'est vraiment epsilonesque si l'on prend en considération, si l'on tient compte de l'importance du potentiel que le Maroc peut exporter vers la Suède. Alors, qu'est-ce que le Maroc exporte? Le top 5 des produits que le Maroc exporte au niveau du système harmonisé à 6 chiffres. Vous avez les câbles coaxiaux, c'est le code 85 44 20. Vous avez les voitures de tourisme. Vous avez les crevettes préparées en conserve. Et ça, c'est assez typique puisque, bon, le bémol, c'est que le Maroc n'est pas un grand producteur de crevettes. Donc, le Maroc fait beaucoup de sous-traitance pour des entreprises danoises et suédoises. Et on va le voir également pour d'autres pays comme la Norvège, la Finlande, etc. Donc, le Maroc importe des produits, bien entendu, des entreprises halieutiques, hein, que je sais qu'il y en a avec nous, des entreprises halieutiques qui font la sous-traitance donc, pour remplir l'année, puisque vous savez en fait que les captures halieutiques sont relativement euh, irrégulières sur l'année et beaucoup d'entreprises ont fait le choix de travailler le reste de l'année ou une partie de l'année sur la sous-traitance. Donc, ils font tout ce qui est décortiquage de crevettes ou par exemple, filetage de produits comme le saumon, comme la rascasse de l'Islande, etc. Donc, on fait venir des produits et puis on les prête au Maroc et on les réexporte sur les différents pays. Donc, ça fait partie également de ce que le Maroc exporte vers la région. Alors, les appareillages pour branchement électrique, donc, c'est le code 53, non, 85 36 90. Et vous avez d'autres voitures de tourisme, en fait, les différentes variantes de voitures de tourisme 87 03 31, là c'était 87 03 22. Ce sont les top 5 produits que le Maroc exporte aujourd'hui. Vous voyez en fait que les câbles coaxiaux constituent près de la moitié de ce que le Maroc exporte vers la Suède. Vers le Danemark, les exportations sont encore plus timides, hein, 83 millions de dollars, avec les voitures de tourisme qui arrivent cette fois-ci en tête, avec 46%. Suivi de d'autres types de voitures de tourisme. Ils disent, donc, si on prend les deux, ça nous fait 80, fait combien? 56%. Voilà, 56%. Puis, vous avez les engrais minéraux et ou chimiques, 7,40%. Vous avez tomates fraîches ou réfrigérées, 6,70%. Donc, la tomate, en fait, on va le voir tout à l'heure, a un potentiel important quand même sur le marché scandinave. Du marché scandinave, vous avez graisse et huile de poisson. Vous avez les crevettes. En fait, vous voyez, en fait, je ne me suis pas limité à 5. J'ai ajouté un sixième produit juste pour voir que ça fait partie de ce que le Maroc exporte. Vous voyez, lorsqu'on compare
À part les engrais et la tomate, normalement, ce sont sensiblement les voitures qu'on exporte sur les deux marchés, mais également crevettes, etc. Mais on va voir que le potentiel est beaucoup plus important que ce que je viens de présenter. On va le voir d'ailleurs tout de suite. Potentiel à l'export vers la Suède. Donc, on a vu ce que le Maroc exporte vers la Suède, mais bien entendu, le potentiel est beaucoup plus important que ça, comme on va le voir tout de suite sur cette carte interactive. Alors, on a les jeux de fil pour bougies d'allumage, donc ça, c'est l'industrie de construction automobile. Vous voyez que le Maroc exporte pour 27 millions donc le potentiel est pour 27 millions, le Maroc exporte déjà 52 millions. Et je rappelle ce que je dis d'habitude, pour moi, le potentiel, c'est le plancher, hein, ça n'est pas le plafond. Enfin, pas le maximum que le Maroc peut exporter. Lorsqu'on dit, par exemple, le 100%, ça ne veut pas dire que c'est le maximum qui a été atteint, mais le Maroc, maintenant, quand même, est arrivé au plancher, au minimum de ce qu'il peut exporter. Donc, on a d'autres produits qui sont loin en fait, de constituer en quelque sorte, ce 100%, ce pourcentage. Vous avez les conducteurs électriques. Alors, 6 millions, le Maroc n'exporte pratiquement rien, donc 157 000. Les appareils électriques également ici, donc vous avez un potentiel de 2,7 millions. Le Maroc n'exporte rien. Appareil pour la commande distribution électrique, 1,5 million. Le Maroc donc exporte près de la moitié. Vous avez les véhicules, donc dans le marché quand même qui reste gigantesque. Vous avez les roues, accessoires et accessoires pour véhicules. Vous avez des produits de textile, chemises et blouses, t-shirts et maillots, etc. Donc vous avez pour beaucoup de produits. Et vous voyez en fait, lorsque vous voyez que la surface est pâle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exportation. Le Maroc n'exporte rien pour le moment, ou presque rien. Alors que lorsque c'est foncé, ça veut dire que cette partie est exploitée déjà. Il reste normalement cette partie pour atteindre ce que j'ai appelé tout à l'heure le plancher. Hein, que ça n'engage que moi, mais tous mes calculs en fait montrent justement que le pourcentage constitue en fait un minimum très prudent de ce que le marché peut absorber à partir de ce que le Maroc exporte. Tomate frais, bien que le Maroc exporte déjà la tomate fraîche, euh, tomate à l'état frais, hein, pas tomate frais. Tomate à l'état frais, donc le Maroc exporte pour 835 000, mais il y a un potentiel de 11 millions. Et là, on est en train de parler de la Suède, hein, Maroc en tant que pays exportateur, Suède en tant que pays importateur. Mais il y a également un potentiel pour d'autres produits comme les agrumes, pastèques, framboises, les oranges, vous avez les melons, vous avez le RL, myrtille similaire, etc. Vous avez quand même plein de produits. Vous avez en fait la variété de l'offre exportable marocaine qui correspond à ce que la Suède désire importer. Et bien entendu, comme je le dis à chaque fois, l'algorithme de calcul du potentiel prend en considération beaucoup de choses, la faisabilité, la distance, le coût de transport, pratiquement tout. Donc, ce sont des calculs très réalistes, mais très prudents aussi, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on essaie quand même de rester prudent et de pronostiquer en fait un potentiel à un niveau relativement faible. Concernant le marché donc, ça m'a retourné quand même à la présentation, au tableau, encore une fois. Alors, concernant le potentiel d'exportation vers le Danemark, là également, vous voyez qu'il y a beaucoup de produits qui présentent un potentiel. Et vous voyez que la plupart des cadrans sont pâles. Il y a très peu de cadrans où il y a une couleur foncée. Et je rappelle que la couleur foncée correspond à la partie exploitée en fait du potentiel. Vous voyez, en fait, tomate fraîche, 48% ici par exemple. Vous avez ici 45%. Donc, si on allait encore une fois au tableau interactif, on va trouver que il y a plein de produits. Donc, vous avez robe, ici, bon, vous avez cette partie qui est consacrée au textile, les graisses, huile de poisson, etc., crevettes, et vous avez les produits aquacoles, vous avez le poulpe, etc., vous avez les produits électriques, vous avez les produits agricoles, framboises, mandarines, pastèques. Alors, vous avez les véhicules,
Vous avez les tomates, farine, acide, partie, etc. Vous avez quand même, il y a plein de produits qui présentent un potentiel qui malheureusement sous-exploité ou même inexploité aujourd'hui. D'accord? Inexploité aujourd'hui. Alors, oui, en fait, Maroc, Danemark, oui, quand même, il y a un potentiel important à ce niveau-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Maroc importe à partir de pays? En fait, il importe à partir de la Suède pour 345. Vous voyez déjà, on est loin de 171 millions que le Maroc exporte. Donc, nous avons en fait une couverture d'environ 50% seulement. Nous importons de la Suède beaucoup plus que ce que nous, deux fois plus même que ce que nous en importons. Alors, les principaux produits que le Maroc importe depuis la Suède, donc on a surtout le bois de pin, puisqu'on a dit que la Suède est le troisième exportateur mondial de bois de sciage, de carton, de papier, etc. Vous avez le papier Kraft pour les sacs à grande contenance. Vous avez des voitures de tourisme, surtout des Volvo, hein, que le Maroc n'importe pas la salle. Vous avez les châssis de tracteurs tracteurs en fait tracteurs de route, hein, pas des tracteurs agricoles. Vous avez les papiers semi-chimiques, vous avez les tracteurs pour semi-remorques, des préparations alimentaires et des médicaments que le Maroc importe depuis la Suède. Et il importe du Danemark pour 156 000. Là également, on est à, grosso modo au double de ce que le Maroc exporte vers la Suède, vers le Danemark plutôt. Principaux produits que le Maroc importe depuis le Danemark, on a des réservoirs, des fûts, tonneaux, etc. Tambours. Vous avez les médicaments, vous avez pommes de terre de semences, vous avez les déchets, les débris de fer, de ferraille, vous avez les bouchons pour couvercles, etc. sont les principaux produits que le Maroc importe depuis le Danemark. Mais là également, il y a un potentiel. Je ne voudrais pas trop quand même m'attarder sur cette partie, puisque c'est la partie qui nous intéresse. J'imagine que c'est surtout le potentiel d'exportation, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses que le Maroc peut également importer depuis la Suède. Alors, on y va juste rapidement pour jeter un coup d'œil donc, à la table interactive également. Donc, vous pouvez le faire vous-même en allant à Export Potential Map. Et le Maroc, en fait, la Suède en tant que pays exportateur, le Maroc en tant que pays importateur. Et là, on a le tableau avec, vous voyez, en fait, le potentiel pour le marché déjà est saturé à 57%. Donc, papier, carton, multicouche, couché et de substances inorganiques, 31%. Papier kraft, le Maroc en importe beaucoup. Alors, vous avez papier chimique pour cannelure, plutôt les pâtes chimiques, j'ai déjà l'esprit à la fête, hein. Et puis, vous avez le craftliner en rouleau, bois de conifères, le Maroc en importe beaucoup hein, de la Suède. Bois de conifères scié, dédossé longitudinalement à plus de 6 millimètres d'épaisseur. Les pompes centrifuges, les machines diverses, etc. Là également, il y a beaucoup de choses que le Maroc peut importer à partir de la Suède, comme à partir du Danemark également, comme on va le voir dans un petit instant. Alors, à partir du Danemark, groupe électrogène. Alors, on a également donc Danemark exportateur, Maroc importateur, groupe électrogène énergie, à énergie éolienne. Le Danemark est très connu en fait pour être l'un des pays leaders dans la fabrication des éoliennes. Les articles de robinetterie pour tuyauterie, vous avez les pompes centrifuges, des robots industriels, vous avez les conducteurs électriques, parties moteurs non électriques, etc. Vous avez quand même plein de choses. Fromage, le beurre, vous avez des médicaments, vous avez le blé, vous avez plein de produits en fait que le Maroc peut très valablement, très compétitivement importer depuis le Danemark. Alors, accès au marché de la Suède du Danemark, euh, bien, il est temps quand même de prendre je dirais le courage d'explorer ce marché, parce que c'est un marché qui est relativement nouveau pour nous, Marocains, nouveau pour nous, exportateurs marocains, un marché
en fait, qui ressemble un tant soit peu au marché traditionnel que nous connaissons, mais c'est un marché beaucoup plus rigoureux sur la qualité et sur le caractère pro-santé des éléments et je dirais, environnement, des côtés écologiques très importants pour les Scandinaves d'une manière générale. Et puis donc, comment se renseigner sur le marché? Alors, j'aurais pu, si j'avais le temps, mais comme vous savez que je traite aujourd'hui de deux marchés, je ne peux pas aller en profondeur au niveau de chacun des marchés, parce que d'habitude, ça nous prend déjà les 2 heures à traiter d'un seul marché. Maintenant, on en a deux. Donc, normalement, ça devrait prendre 2 fois plus de temps. Alors, je partage avec vous cet outil qui s'appelle Access to Market, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un outil qui a été mis en place par la Commission européenne de Bruxelles pour permettre aussi bien aux Européens de mieux commercer avec le reste du monde qu'au reste du monde de mieux commercer avec les Européens. Donc, si on y allait, alors très rapidement, comment on l'utilise? Donc, vous avez déjà sur la page du Garde, vous avez mon assistant en matière de commerce. S'il ne ressort pas en premier, vous le cherchez. Et puis, vous avez ici plusieurs rubriques concernant le marché, si vous voulez, l'investissement aux prestations de services, les restrictions imposées par la Russie et la Biélorussie, par exemple. Donc, ça concerne les gens qui font affaire dans cette région. Alors, comment ça marche quand on prend le code SH de son produit? Alors, on va prendre, habitude oblige, on va prendre un produit que j'ai l'habitude en fait d'utiliser, en fait, la conserve de sardines par exemple, 16,0413. On va prendre le Maroc en tant que pays d'origine. Alors, Maroc. Et puis ici, on choisit un marché. On peut choisir le Danemark par exemple, qui vient en premier parce que la Suède est un peu plus loin. Donc, Danemark, et j'ai fait une recherche. Donc, je suis exportateur de conserves de sardines. Et je voudrais en fait savoir quels sont excusez-moi, quelles sont les conditions pour que je puisse entrer sur le marché, par exemple, danois, de la sardine. Donc, déjà, comme je suis au niveau du système harmonisé à 6 chiffres, en fait, la plateforme me propose déjà d'affiner ma recherche en allant vers la ligne tarifaire nationale au niveau européen. Donc, sardines, sardinelles, etc. Donc, c'est le code que j'ai entré. Et puis, est-ce qu'il s'agit de sardines ou d'autres types de poissons? Oui, sardines, donc, puisque c'est sardines, sardinelles, Osprap, Ospro, donc sardines, je confirme. Et là, on va me demander si c'est à l'huile d'olive, puisque c'est en conserve, à l'huile d'olive ou autre. Je dis à l'huile d'olive. D'accord? Est-ce que c'est l'espèce sardine appelée chardus, c'est la sardine que le Maroc exporte? Il y a d'autres types de sardines. Donc, le Maroc exporte la sardina chardus. Donc, je confirme qu'il s'agit de cette variété-là et le système me sort un ensemble de données concernant. En fait, c'est une petite étude de marché rapide, gratuite, qui vous permettra de savoir, en fait, s'il y a du potentiel pour votre produit sur le marché. Alors là, on vous dit, écoutez, bon, pour le Maroc, vous paierez 0%, pourvu que vous vous conformiez aux exigences. Mais pour des pays tiers, ils payent 12,5% normalement. Donc, si le Maroc n'avait pas l'accord concernant ce produit avec l'Union européenne, il aurait payé 12,5%. Et là, quelles sont les règles d'origine que le produit doit respecter? Alors là, on vous dit quelles sont les règles d'origine. On vous donne même pour tout ce qui concerne le chapitre 16. On vous dit la préparation doit soit provenir du chapitre 1, alors là, elle n'est pas concernée, puisque le chapitre 1, c'est sur les animaux vivants, ça ne concerne pas. Aussi, le chapitre 3, alors chapitre 3, c'est tout ce qui est poisson, crustacés, etc. Chapitre 3, ça doit être entièrement obtenu. Entièrement obtenu. Donc, on ne va pas vous dire il faut qu'il y ait 45% de valeur ajoutée marocaine. Non, on vous dit entièrement obtenu, ça doit être un produit marocain. Ça n'est pas un produit que vous importez d'ailleurs et que vous mettez en conserve et que vous exportez. Parce que si vous faites ça, vous paierez les 12,5%. Mais si c'est un produit capturé au Maroc et euh, bien entendu traité au Maroc, il sera dispensé du paiement des droits de douane. Alors, on vous renvoie au journal officiel où l'on donne plus d'indications sur ça. C'est en PDF, vous pouvez le télécharger. Et puis, il y a un certain nombre de notes
vous permettant de savoir justement comment définir l'obtention entière au niveau national, etc. Donc, même avec des exemples et tout. Malheureusement, pour les non-anglophones, ça existe uniquement en anglais. Donc, mais aujourd'hui, il est possible en fait d'utiliser des logiciels pour vous faire une traduction qui se respecte. Alors, vous avez les exigences d'importation. Quelles sont les exigences? On vous donne quelles sont les exigences qui vont s'appliquer au produit, ok, à votre produit, de manière à ce que vous sachiez quelles sont les exigences en matière de marquage, d'étiquetage, etc. Tout est expliqué à ce niveau-là. Et puis, si vous voulez même des statistiques sur les flux commerciaux entre le Maroc et le Danemark concernant le produit, d'accord? Alors, quelle est la valeur et comment elle a évolué depuis 2019? Et également les quantités. Donc, le fait d'avoir la valeur et la quantité vous permettra déjà de calculer la valeur unitaire moyenne, ok, en divisant la valeur par la quantité. Vous allez avoir la valeur à la tonne ou au kilo, valeur moyenne, bien entendu, à l'exportation ou à l'importation plutôt, arrivée Danemark. Voilà. Alors, et là, on compare avec l'Union européenne à 27, après la sortie du Royaume-Uni. D'accord? Donc, vous avez pratiquement, si vous avez besoin d'assistance, vous avez ici des adresses, en fait, des emails qui vous permettront de poser des questions directement et d'avoir l'information. Donc, vous avez ici de quoi faire une petite étude de marché rapide sur le plan réglementaire et sur le plan de la conformité par rapport aux exigences. Voilà, donc au lieu de passer beaucoup de temps à vous expliquer, bon, voici les documents requis, voici les exigences, j'ai préféré partager avec vous cet outil très intéressant, très complet et très à jour qui est mis en place par le... Alors au niveau de la connectivité, donc connectivité, il y a trois, en fait ici je ne vais parler que de la connectivité maritime, mais les deux pays sont également joignables par avion, puisque depuis 2011, je crois, Royal Air Maroc a ouvert une desserte directe Casablanca-Stockholm et Casablanca-Copenhague avec trois vols réguliers hebdomadaires. Je ne sais pas si le nombre a augmenté depuis, mais en fait, trois vols déjà, c'est le minimum. Et puis, connectivité routière, il y a des entreprises aujourd'hui qui font surtout le Danemark. La Suède, c'est un peu plus compliqué puisque c'est un peu plus éloigné et ça demande aussi une traversée. Mais surtout le Danemark, c'est accessible par camion. Mais j'ai dit la Suède aussi, mais avec un coût supplémentaire. Et puis par voie maritime, à partir de Tongemel, vous avez la Suède qui est accessible d'une façon directe à partir du port de Tongemel au port de Gothenburg une fois par semaine. Et c'est un bateau qui vient de l'Asie, en fait, qui va à l'Europe du Nord. Mais bien entendu, il y a d'autres bateaux avec des escales, en fait, des bateaux qui font une escale, par exemple, à Anvers ou à Rotterdam, avant de continuer sur la mer du Nord. Et vous avez également sur le Danemark, vous avez le port d'Aarhus qui est desservi à partir de Tongemad en direct. Et normalement, c'est un transit time qui varie entre 9 jours pour le Danemark et 12 jours pour la Suède. Voilà. Alors, les salons internationaux, il y a des salons, il y a plusieurs salons en fait qui sont organisés dans les deux pays. Donc, si vous voulez vous déplacer dans l'un des pays, donc, il est recommandé quand même de faire coïncider votre visite avec la tenue d'un salon. Alors, on va jeter un coup d'œil à celui, par exemple, à ceux de la Suède. Il y a 129, si ma mémoire est bonne, 129 salons qui seront organisés entre 2024 et 127 salons entre 2024 et 2025. Donc, à vous de choisir votre secteur d'activité, en fait, le salon qui correspond à votre secteur d'activité. Et puis, vous cliquez dessus, comme on a l'habitude de le faire. Et puis, vous avez par exemple le grand salon scandinave du livre, hein, si vous êtes par exemple dans le livre, aussi salon de la distribution de l'eau, des traitements des eaux usées, des fast-food, des cafés, etc. Donc, vous avez quand même un certain nombre de salons. Donc, on va avoir, par exemple, celui-ci, le salon des produits technologies de bois. D'accord? Alors, on y va. Et puis, le système nous sort quand même un ensemble d'indications
qui concernent ce salon, que sont les téléphones à contacter, le site web, etc., l'email, etc., de manière à ce que nous puissions trouver un hôtel, puis ainsi de suite. Donc, ça vous permet de savoir, en fait, d'avoir toutes les informations nécessaires pour participer au salon ou juste pour le visiter. Même chose pour le Danemark. Alors, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc, concernant le coût de la vie, si vous voulez, par exemple, aller à Stockholm, juste une petite indication, et j'ai converti en dirham de manière à ce que vous puissiez avoir ça en dirham. Alors, repas, restaurant bon marché, c'est 141, c'est quand même assez cher par rapport au Maroc, mais dans un certain nombre d'endroits au Maroc, c'est même un peu plus, en fait, c'est la même chose, c'est un peu moins cher. Mais d'une manière générale, en fait, en moyenne, c'est plus cher. Repas pour deux personnes, restaurant de milieu de gamme, près de 1000 dirhams, d'accord? Donc, vous avez un cappuccino. Alors, cappuccino, c'est 42,23. Bon, c'est sensiblement, c'est un peu plus élevé que la moyenne, mais dans certains endroits, encore une fois, c'est plus, d'accord? Alors, vous avez par exemple une bouteille de 0,33 litres de Coca ou de Pepsi à 25 dirhams pratiquement. L'eau en bouteille 20 dirhams, etc. Donc, vous voyez que le coût de la vie quand même est sensiblement plus cher qu'au Maroc. Donc, il est possible d'avoir toute la liste en concernant d'autres produits qui vous intéresseraient, même le loyer, etc. Et vous avez la possibilité de convertir ici en couronne suédoise ou en euros. Bon, vous avez par exemple ici choisi par exemple l'euro. Alors, ce qu'est l'euro? Vous avez en fait le dollar, hein, puisqu'on a le dollar ici. Donc, ça vous permet déjà d'avoir la conversion rapidement en dollars, de manière à ce que vous puissiez avoir une idée. En fait, ce sont juste des indications qui vous permettent de savoir, de comparer par rapport au coût de la vie dans votre propre pays, répartition des dépenses, bien entendu, en utilisant les différents modèles. Vous savez, ce que les gens dépensent là, par rapport au, ce que je disais tout à l'heure, les différents. Bon, vous avez le transport, par exemple, billet aller simple de 3,97 $. Vous avez base de taxi. Donc, quand vous appelez un taxi, c'est 5,57 €. Et puis, pour chaque kilomètre, il va vous facturer 2,37 €. C'est quand même assez cher hein, par rapport à chez nous. D'accord? Et puis, alors, à Copenhague, c'est plus cher même. C'est même plus cher. Mais bien entendu, compte tenu de leur en fait, PIB par tête d'habitant, au revenu national par tête d'habitant, c'est quand même, ça se comprend. Mais c'est comparé au PIB marocain par tête d'habitant, c'est beaucoup plus cher. Donc, vous voyez en fait, une marque, c'est la même chose, c'est un peu plus cher même. Alors, je terminerai sur deux slides concernant des conseils pratiques pour ceux qui voudraient faire affaire avec les Suédois et les Danois. Alors, les Suédois sont connus pour la prise de décision collégiale. Donc, ils essaient toujours d'arriver à un consensus au niveau de leur équipe avant de prendre des décisions. Donc, il ne faut pas les bousculer, il ne faut pas les hâter, parce que la décision ne relève pas que du patron. Il va prendre l'avis de ceux qui sont avec lui avant d'arriver justement à une décision. L'accès au marché, il est recommandé que l'accès au marché se passe à travers un partenaire local qui, normalement, devra être choisi de manière à vous renseigner aussi sur l'évolution du marché. Mais il est recommandé de travailler avec un seul partenaire au lieu d'en avoir plusieurs. Et puis, le contact, il est possible avec les Scandinaves, contrairement à ce qu'on a vu avec beaucoup de pays africains. Alors, avec les Scandinaves, il est possible d'avoir une rencontre dématérialisée par téléphone, mail ou d'autres moyens, et puis par la suite, à la première occasion, faire une visite physique à l'occasion d'un salon, ou à l'occasion d'une mission commerciale, ou à l'occasion d'un voyage. Alors, aller rencontrer la personne, puisque finalement, les êtres humains ont le besoin naturel quand même de se rencontrer physiquement, en dépit de ce que la technologie leur a permis quand même de faire. Alors, promotion, l'Instagram est très
apprécie en fait des Suédois. Ils l'utilisent beaucoup pour s'informer sur les produits, surtout pour voir les photos des produits. Extrêmement important quand même, lorsque vous voulez faire des affaires en Suède, d'être présent sur Instagram et puis d'y mettre vos produits, etc. Alors là, l'anglais est très important au niveau de la négociation des affaires parce que les Suédois, bon, une infime minorité parlent français, mais ça reste une infime minorité, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, un pourcentage vraiment négligeable. Donc il faut chercher faire des affaires à travers soit le suédois, si vous avez quelqu'un qui parle suédois dans votre équipe, soit en anglais si vous n'en avez pas, puisque c'est la langue des affaires en Suède. Alors, au Danemark, les Danois sont très connus pour leur réactivité, ce qu'on appelle en anglais responsiveness. Il est très important toujours de réagir. Même si vous n'êtes pas d'accord, si vous refusez leur offre ou quoi que ce soit, il faut toujours répondre le plus rapidement possible. Donc, il ne faut pas quand même euh, dire, bon, je vais prendre mon temps et je vais réfléchir. Oui, accusez réception, donnez-leur quand même une date afin que vous puissiez prendre votre décision ou réagir à une proposition. La ponctualité, ils sont très intransigeants en matière de ponctualité. Ils n'admettent pas que les gens arrivent en retard, qu'ils répondent en retard, qu'ils dépassent les délais sur lesquels ils se sont engagés, etc. Et puis la transparence, travaille dans la transparence la plus totale avec leurs partenaires à l'étranger et ils s'attendent à la réciprocité. Ils sont directs, s'ils ne sont pas contents, ils vont le dire. Et puis, bien entendu, ils attendent également à ce que vous soyez, vous aussi, direct. Alors, l'emploi du temps est extrêmement important quand même. Il ne faut pas, lorsque vous avez besoin d'une réunion d'un quart d'heure, parce que les rendez-vous sont, chez eux, les rencontres sont courtes, donc il faut leur dire j'ai besoin d'un quart d'heure, j'ai besoin de 20 minutes, j'ai besoin de 30 minutes, et puis ne pas dépasser. Il ne faut pas à la fin de la rencontre leur dire oui, j'ai un autre point dont j'aimerais vous parler. Donc, prenez un autre rendez-vous et puis d'aborder tout ce qui a été prévu dans l'ordre du jour. Donc, les rendez-vous généralement sont courts, les journées de travail commencent et finissent tôt, donc il n'est pas rare de commencer à 8 heures. Et puis j'ai vu des gens en fait en Scandinavie prendre des rendez-vous à 8 heures du matin. Donc à 8 heures, ils étaient là, ils étaient en réunion, la réunion a déjà commencé. Alors extrêmement important, il ne faut pas quand même se dire bon on va attendre un quart d'heure que les retardataires arrivent. Non. Aujourd'hui, je crois que on a commencé à la Scandinave, puisqu'on a commencé à 15 heures aujourd'hui. Alors, promotion, ils sont très sensibles à des arguments concrets, clairs et chiffrés. Donc, n'hésitez pas à donner des chiffres, à donner des statistiques, à donner des données de laboratoire si vous avez fait analyser votre produit en laboratoire. Ils sont très sensibles à ça. Et puis, la langue des affaires est l'anglais, mais il y a une obligation locale, c'est que l'étiquetage doit être en danois. C'est extrêmement important. Ou, bon, je viens quand même je vais plutôt révéler l'une des raisons qui explique pourquoi on a pris deux pays en même temps. C'est qu'il est possible, si vous destinez vos produits au marché scandinave en général, euh, chaque pays accepte la langue de l'autre. Donc, il est possible de mettre une autre langue scandinave. Si vous vendez votre produit, par exemple, en Finlande, et vous avez le texte qui est en finnois et en anglais, alors il doit être en anglais. C'est important parce que c'est une langue quand même commune. C'est la langue des affaires internationales. Mettez votre étiquette à l'anglais et en finnois quand vous vendez au Danemark, inutile de changer le finnois en danois. Ils vont l'accepter sur le plan réglementaire, ça ne pose pas de problème puisque ils acceptent les autres langues scandinaves pour preuve de conformité ou comme preuve de conformité par rapport à ce qu'ils demandent. En conclusion, et c'est là que je vais révéler quand même quelques éléments pour lesquels on attaque les deux pays, parce que on aurait pu faire doing business with Danemark seulement et puis faire affaire avec la Suède plus tard. Bon, première conclusion, c'est que l'état actuel des échanges commerciaux entre le Maroc et les deux pays scandinaves est bien en deçà du potentiel, comme on l'a vu, un potentiel qui correspond heureusement à la plupart des produits de l'offre marocaine.
donc, potentiel important sur les deux pays. De nombreuses pistes de collaboration dans le futur qu'on n'a pas abordées au niveau en fait, de cette présentation, mais qui restent quand même euh, défrichables, hein, puisqu'il y a de nouvelles pistes de coopération ou de développement de nouveaux produits au niveau de la recherche pharmaceutique, puisque Novo Scandisk appelle ou cherche des partenaires locaux pour faire des recherches pharmaceutiques en partenariat. L'industrie des éoliennes également intéresse beaucoup aussi bien les Suédois que les Danois au Maroc. Et on sait que le Maroc a un potentiel éolien très important. Et là, c'est une piste de collaboration. L'hydrogène vert, ça c'est bon. Il est vrai que les Allemands étaient précurseurs pour sauter sur l'opportunité de coopération avec le Maroc, mais les Scandinaves aussi sont très très sensibles à tout ce qui touche à l'environnement. Ils investissent beaucoup dans ce domaine-là et ça serait une piste de collaboration extrêmement importante. Alors, aussi bien les Suédois que les Danois sont directs dans leur approche. Ils valorisent la ponctualité, le respect des engagements, la franchise et la rapidité de réaction. Et j'en viens justement à l'autre élément qui explique pourquoi on a traité les deux pays, c'est qu'il y a une proximité géographique, même pas seulement géographique, une proximité également au niveau des habitudes de consommation, au niveau des pratiques d'affaires, qui fait que, bon, si on développe des produits pour un pays, pourquoi ne pas le faire pour la région, puisque le potentiel est beaucoup plus important sur la région qu'au niveau d'un seul pays. C'est vrai que le Danemark est peuplé, par exemple, de 6 millions d'habitants, mais ils ont, comme on l'a dit tout à l'heure, un PIB par habitant de 72 000 dollars par habitant. C'est déjà un marché qui est très important, très respectable. Mais lorsqu'on y ajoute les 10 millions et demi de Suédois, et puis plus tard les Norvégiens et les Finlandais, bien entendu, ça devient un marché beaucoup plus important que si l'on attaque juste le Danemark. Donc, quand vous faites affaire dans les différents pays, ne le faites pas à travers des antennes implantées sur l'un des marchés, puisque il y a quelques affinités culturelles hein, entre tous les voisins. Il y a ces petites affinités entre Belgique et France, entre Maroc et Algérie, il y a toujours ces affinités entre voisins. Donc, il faut que vous vous présentiez en tant que Marocain, en tant qu'entreprise marocaine, et non en tant qu'entreprise implantée au Danemark qui veut vendre en Suède et vice-versa. Parce qu'il y a que des petites sensibilités culturelles qu'il faut quand même ménager. Voici très rapidement ce que j'avais à vous dire concernant ces deux marchés très prometteurs pour les opérateurs marocains. Je vous remercie de votre attention, de votre patience et s'il y a des questions, elles seraient les bienvenues. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim, pour toutes ces informations riches sur ces deux importants marchés qui présentent certes des opportunités pour nos exportateurs. Je vous invite, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, donc à les poster sur l'espace dédié, donc afin que l'ALI puisse vous apporter des éléments de réponse. Merci. On peut considérer que tout est clair. Madame Mona Abid, Madame Abid, vous voulez poser une question? Allô. Oui, oui, on vous entend. D'accord. Je voudrais juste savoir, bonjour, je vous remercie d'abord Bonjour. pour l'intervention. Et je voudrais juste savoir si vous pouvez partager la présentation avec nous et si possible de programmer aussi une formation sur les procédures si jamais on voudrait créer un business sur place, c'est-à-dire en Suède, au Danemark ou dans un pays scandinave.
Pour la présentation, elle sera disponible sur le site de la SMEX dès demain matin, Inch'Allah. Merci. Et d'accord, pour la deuxième partie de la question. Pour la deuxième partie, donc, on va essayer de voir donc, les webinaires sont organisés donc, pour vous donner des informations un peu macroéconomiques donc, sur le marché que vous ciblez. Bien entendu, si on veut aller beaucoup plus dans le détail par secteur, par produit, donc ça nécessite des analyses, ça nécessite un développement beaucoup plus détaillé. Donc, on pourrait réfléchir à ça, peut-être lors d'un prochain webinaire, ou si ça nécessite une formation, on pourrait l'organiser, bien entendu, s'il y a un intérêt auprès de plusieurs exportateurs. D'accord, très bien. Merci. Et j'invite donc, je saisis cette occasion pour inviter les participants intéressés par peut-être une formation plus poussée sur le marché scandinave en général, peut-être de saisir la SMEX. Et si on a une masse critique de gens intéressés, je parle sous le contrôle de Sylvie, bien entendu, c'est possible de programmer une formation en présentiel ou en hybride à laquelle seront conviés les gens qui éprouvent justement le besoin d'aller sur le marché scandinave. Madame Khadija Mnowar, السلام عليكم. salam wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله. Je suis Madame Oliki de la société Storica. Khadija, vous êtes mon assistante. Khadija, c'est mon assistante. Allez-y, posez votre question, madame. Nous sommes intéressés par nous sommes enfin dans le vêtement de cuir. Notre secteur, c'est le vêtement en cuir. Et sommes intéressés par le marché scandinave. J'aimerais savoir, enfin, si vous avez une approche, enfin, dans ce domaine. C'est la SMEX organise, enfin, des, des contacts, des missions. Si vous pouvez nous aider, enfin, dans ce domaine. Comme l'a dit c'est Ibrahim Allali, s'il y a une masse critique donc, par rapport à des formations, par rapport à des missions et tout ça, on peut réfléchir à ça. Mais pour le moment, donc, c'est l'objectif du webinaire, c'est de vous donner l'appétit d'abord sur le Nous marché. l'avons. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Donc, avant d'aller plus loin, pour l'organisation d'une mission ou d'une participation à une foire et tout ça, donc il faut avoir l'intérêt de plusieurs entreprises, plusieurs secteurs, donc, pour pouvoir réfléchir à, à l'action commerciale à organiser. Mais par contre, si Lali peut vous accompagner si vous avez des besoins plus précis, tout ça, à titre bien sûr en dehors de la SMEX, donc pour vous guider et vous orienter donc, par rapport à ce que vous voulez faire sur les deux marchés. Très bien, ok. Donc, on prend contact avec monsieur Elali. Oui, D'accord, je vous remercie. Je partage, en fait, je repartage mon écran de manière à vous laisser mes coordonnées. Si vous voulez si vous voulez me contacter, vous serez les bienvenus. Sébastien, vous avez une question? Alors, oui, salam alaikum. Vous m'entendez? On ne vous entend pas Euh, Et là, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez là? de loin. De très loin. J'approche l'écran. Je vais essayer de parler très fort. Tout d'abord, c'est Allali, Monsieur Belhassen, merci beaucoup et bonjour au passage. En fait, comme vous le savez, Monsieur Belhassen, nous, on est producteur-exportateur d'huile biologique signature du Maroc et plus de 80% de notre activité porte sur la cosmétique. N'empêche, on a eu des informations très intéressantes sur le secteur agro, mais je voulais savoir si par rapport à nos produits, c'est-à-dire essentiellement l'argan et produits art du vin, est-ce qu'il y a un marché porteur sur le marché scandinave? Et merci beaucoup. Merci.
Je n'ai pas très bien entendu la question. C'est, Belhassan, est-ce qu'il est possible de me la Il y a des répéter? opportunités pour tout ce qui est produit à base d'argent et tout ça, donc sur les deux marchés. Donc, c'est ça l'essentiel de la question. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, que les Danois, aussi bien que les Suédois, sont très sensibles aux produits du terroir. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est brand stories, des histoires de marque. Donc, nous avons de très belles histoires à raconter sur les produits cosmétiques à base d'argan au Maroc. Donc, les Scandinaves sont extrêmement euh, en fait, je dirais, sensible à cette dimension produit du terroir, produit unique qui ne se trouve qu'au Maroc, qui a été fait par des coopératives de femmes ou par des entreprises qui emploient des femmes, etc. Donc, ils sont très sensibles à ce genre d'arguments. Mais pour ce qui est en fait des produits cosmétiques naturels, oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que les Scandinaves aiment beaucoup des produits pro-santé, des produits nouveaux, des produits naturels, des produits qui constituent des alternatives aux produits chimiques, etc. Donc, certainement, il y a un important marché au niveau de la Scandinavie pour le cosmétique à base d'argan. Alors, une question, est-ce qu'il y a une chambre de commerce pour ces deux pays au Maroc? J'ai vu une chambre scandinave, oui, chambre maroco-scandinave. Je pourrais, pour la personne, si vous cherchez la chambre, vous la trouvez pas, vous me contactez et je vous en donnerai l'adresse. Il y a une chambre, mais honnêtement et en toute franchise, je ne connais pas très bien ces activités, hein, mais je sais que la chambre existe. Sébastien, vous voulez reposer une question? Oui, bah, je venais de l'écrire sur le chat en posant la question, quel est le type de magasin ou de réseau de distribution pour tout ce qui est produits cosmétiques naturels? Parce qu'on a eu des exemples vers M. Allali pour l'agro. Donc, savoir s'il y a des données chiffrées dans ce sens-là, parce que ça nous aiderait énormément pour mieux cerner le marché. Merci beaucoup. Ben, il y a des magasins spécialisés hein, qui vendent des produits de terroir et des produits pro-santé, des produits bio, etc. Je ne sais pas si votre produit est certifié bio, parce que si c'est le cas, donc je vous recommanderais de passer essentiellement par la filière bio, parce que c'est une filière qui n'a rien à voir avec le reste en fait des circuits de distribution, puisque les prix sont plus chers, ça se justifie et les clientèles aussi sont sélectionnées. Si votre produit est certifié bio, il vaut mieux passer par ces circuits-là. Par contre, s'il ne l'est pas, vendez votre produit dans les magasins spécialisés en produits des terroirs et en produits pro santé. Et également au niveau des grandes enseignes que j'ai présentées, il y a toujours des points produits du terroir, produits exotiques. Donc ça dépend en fait des chaînes. Donc il y a des enseignes qui les appellent les produits exotiques, d'autres qui les appellent produits des terroirs, dépendamment des pays, dépendamment également des enseignes. Contactez ces enseignes-là et puis bon, proposez vos produits et puis bon, présentez vos produits et dites ce que sont les produits que vous vendez. Et ayez bien entendu des brochures, des flyers, etc. disponibles de manière à les partager avec eux, au moins en anglais, comme je l'ai dit. Hein. Si vous pouvez les faire convertir, les faire traduire dans une langue scandinave, tant mieux. Sinon, bon, il est fortement recommandé que ce soit en anglais parce que les gens ne lisent pas d'autres langues dans la région. Autre question? Il y a une question, c'est la même personne, donc il aura besoin d'exemples de réseaux de distribution moyen haut de gamme pour mieux cerner le réseau. Un exemple, en fait, les trois chaînes que j'ai citées ils ont des enseignes parce que quand j'étais en train de parler tout à l'heure par exemple, de Coop Danemark, ils ont plusieurs enseignes qu'ils gèrent et certaines de ces enseignes, justement, sont spécialisées le haut de gamme. Mais, bien entendu, il faut déjà savoir si votre produit
c'est un produit positionné en haut de gamme, parce que le haut de gamme positionné au Maroc, ça n'est pas le haut de gamme au niveau du Danemark ou de la Suède. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une politique, en fait, une étude de positionnement, une étude de positionnement marketing. Donc, si vous voulez faire cette étude, adressez-vous à quelqu'un qui fait des études de marché étranger, demandez une étude de positionnement marketing de manière à savoir comment votre produit se positionne déjà sur le marché en termes de gamme, mais également quel est le circuit de distribution le plus recommandé, hein, le plus visé, le plus visité par la clientèle cible, hein, de manière à ce que vous puissiez toucher directement les clients cibles. Madame Asma Loudiki. Madame Loudiki. Madame Monouar. Alors, il y a une question. Quel réseau de distribution cible vous pouvez suggérer pour des ingrédients nutraceutiques naturels? Nutraceutique, ça veut dire quoi nutraceutique? Je ne connais Aucune pas le idée. terme. Madame Ben Ghazi, est-ce que vous pouvez expliquer mieux votre question? Alors, autre question, quels sont les coefficients appliqués en moyenne par les chaînes de distribution? Généralement, c'est entre 25 et 30%. Je dis généralement, mais ça dépend des produits. Il y a des produits pour lesquels ils vont demander plus, mais généralement, c'est entre 25 et 30%. Alors, c'est des ingrédients pharmaceutiques. Donc, il a écrit nutraceutique, donc il vient de corriger pharmaceutique. Bah, ingrédients pharmaceutiques, hein, les magasins para, hein, c'est la parapharmacie, mais également les instituts ou les centres de ce qu'on appelle les centres de beauté. Alors, les centres de beauté ont généralement ce qu'on appelle des stores, en fait, des selling stores, dans lesquels ils vendent aux clients et aux clients. Donc, c'est un magasin qui a en arrière-boutique, si vous voulez, un centre de beauté. Donc, aussi, ils font de la commercialisation. Donc, choisissez soit des enseignes parapharmaceutiques ou des centres de soins de beauté si c'est votre produit, c'est un produit de soins de beauté. Bien, on prend deux dernières questions. Madame Monouar. Oui, Sidi, enfin, c'est Madame Ouliki Maad. Allez-y, madame, posez votre question, s'il vous plaît. Non, vous m'avez cité tout à l'heure, enfin, vous étiez Mnowar ou la Ouliki. Donc, je pensais enfin que vous aviez une question pour moi. Non, 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 vous avez levé la main parce que les personnes qui lèvent la main, on essaie de leur donner la parole. Là, enfin, je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, c'est toujours. Ok, ok, merci. Merci, Sidi. Ouais. Là, je pense que les deux personnes qui lèvent la main, ils ont oublié de les baisser tout à l'heure, hein. C'est pour ça que. Ah, c'est vrai. Alors, il y a une autre question. Quels sont les salons phares dans le bio, la cosmétique? Donc, si elle est dans sa présentation, elle a donné deux outils, un outil donc, international donc, qui regroupe tous les salons organisés dans chaque pays. Donc, vous pouvez rentrer dans eventsay.com et vous sélectionnez le pays, vous allez trouver les salons donc, qui sont organisés donc, par secteur, par date, par ville et ainsi de suite. Donc, c'est un outil donc, qui vous donne l'ensemble des salons et foires donc, qui sont organisés partout dans le monde. Alors, n'ayant pas de questions, donc je considère que tout est clair.
Donc, je tiens en votre nom à remercier Sibrahim Allali donc, pour cet exposé. Donc, sur les deux pays, je sais que c'est très difficile de traiter deux pays en 2 heures, mais il a su donc, donner l'essentiel donc, des informations nous permettant de connaître donc, tous les rouages des deux marchés, comment y accéder, donc les relations bilatérales avec le Maroc sur le volet chiffres, donc les statistiques des importations, des exportations, aussi le potentiel qui n'est pas exploité sur plusieurs produits. Donc, et vous avez l'outil pour vous amuser vous-même donc à essayer de voir quel potentiel vous avez pour vos produits sur ces deux marchés ou sur d'autres marchés donc, que vous ciblez. Donc, je vous remercie donc pour votre patience d'être resté jusqu'à cette heure-ci et à très bientôt dans un nouveau webinaire donc, qui sera organisé prochainement. Je laisse le mot de la fin à Ibrahim Allali. Bah, à mon tour de remercier les participants d'abord d'être là et puis d'être restés jusqu'à maintenant. Donc ça prouve que, comme a dit Madame tout à l'heure, il y a de l'appétit pour la Scandinavie. Et elle a tout à fait raison, puisque c'est une région qui est mal connue, et qui est mal exploitée, donc, vu tout le potentiel qu'elle présente. Et ce que je voudrais en fait rappeler au niveau de ce petit mot de la fin, c'est de demander ou de recommander à tous les participants et à tous les spectateurs marocains d'oser, hein, parce que on dit c'est une région qui est difficile, que nous ne connaissons pas et tout, mais il ne faut pas rester sur les marchés que vous connaissez, parce qu'il faut quand même, pour réussir à l'international, il faut aller vers les marchés les plus solvables. Et pour une fois, le prix n'est pas le critère déterminant parce que pour un certain nombre de pays, le problème qui se pose pour les exportateurs marocains, c'est que leurs produits sont peu compétitifs ou on fait pression sur eux pour descendre les prix. Pour une fois, ça n'est pas le cas, puisque une région qui demande surtout la qualité et qui demande en fait des caractéristiques qui vont au-delà du simple prix, qui demande la qualité, qui demande le caractère pro-santé, le caractère naturel, une histoire à raconter autour du produit. Au Maroc, nous en avons beaucoup, hein, des histoires, ça n'est pas ce qui manque. Donc, il faut que nous puissions quand même oser et puis aller vers ces contrées, certes lointaines, certes peu connues, mais qui présentent un potentiel extrêmement important. Donc, je recommande à tout le monde quand même d'aller explorer cette magnifique région, et ce marché qui présente quand même un potentiel important. Et juste, en fait, je terminerai juste sur un petit clin d'œil. Alors, je ne voudrais pas quand même citer de pays. Sachez que beaucoup de produits marocains qui sont importés dans un certain nombre de pays de l'Europe du Sud, je ne peux pas être plus précis que ça, sont réexportés en Scandinavie avec des marques de distributeurs et avec des prix 3, 4, 5 fois plus chers que les prix auxquels ils nous ont acheté ces produits. Donc, sachez que le produit marocain, donc on a parlé tout à l'heure des cosmétiques à base d'argan, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas aujourd'hui en Scandinavie. Il existe, mais à travers des négociants qui le revendent 5, 6 fois le prix auquel ils l'ont acheté au Maroc. Mais bien entendu, avec des noms, des MDD, soit des marques de distributeurs, soit des noms en fait, d'importateurs de l'Europe du Sud. Donc, sans être beaucoup plus précis que ça, parce que bon, je tiens quand même à dire que au lieu de passer par ces intermédiaires qui pensionnent une bonne part de la marge bénéficiaire, il vaut mieux quand même court-circuiter les différents négociants et aller soi-même sur les différents marchés pour vendre aux consommateurs finaux qui sont très sensibles à nos produits et surtout aux caractéristiques uniques de nos produits. Merci encore une fois de votre patience et des questions que vous avez posées. J'espère que l'occasion nous sera donnée bientôt, Inch'Allah, de nous rencontrer pour une autre information en ligne, un autre webinaire sur une autre région aussi qui présente un potentiel important. Donc, très prochainement, très probablement la prochaine fois, ce sera les deux principaux pays restants de la Scandinavie.
à savoir la Finlande et la Norvège. Malheureusement, donc l'Islande ne fera pas partie de cette formation sur la Scandinavie, quoiqu'elle présente quand même un marché intéressant, mais moins intéressant, beaucoup moins intéressant que les quatre autres pays. Et puis bon, sur l'Islande, il y a quand même un certain nombre de conditions je dirais, en fait, d'éloignement géographique. De non-disponibilité de dessert direct et tout, qui font que pour le moment, il n'est pas recommandé peut-être d'y aller. Voilà. Merci encore une fois et puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ça sera, Inch'Allah, en septembre, je crois. Je parle encore une fois sous le contrôle de Sibel Hassan. Merci Inch'Allah. Sibel Hassan, merci à la SMEX et merci à tous les participants. Merci beaucoup.